Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, deuxième semaine du procès de Sostène Munyemana qui comparait pour génocide à la Cour d'assises de Paris. Les analystes estiment que l'amélioration des relations franco-rwandaises est un élément important dans l'organisation de ces procès, même si le chemin reste encore long pour pouvoir juger tous les suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. C'est le point de vue du journaliste français Pierre Lépidi et dans cet entretien avec notre collègue Jean-Damascène Manéchine. Suivez. Et Pierre, vous travaillez pendant longtemps sur ce dossier justice et vous suivez aussi l'évolution des relations entre la France et le Rwanda qui n'ont cessé disons, d'avoir beaucoup de développement depuis 1994. Oui. Alors, comment trouvez-vous aujourd'hui les relations entre les deux pays? Alors d'abord, il faut refaire un petit peu l'historique. Ces relations, comme vous l'avez dit, elles ont été tumultueuses et parfois très compliquées. Oui. Sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac également. Ensuite, il y a eu une amélioration avec Nicolas Sarkozy, qui était venu au mémorial de Guy Sozy. Oui. Et puis ensuite, elles se sont un peu refroidies avec François Hollande. Oui. Et puis aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on sent qu'une nouvelle page est en train de se tourner, oui. Notamment grâce au travail qui a été fait par la commission de Vincent Duclercq, qui a reconnu une responsabilité lourde et accablante de la France dans le génocide, mais pas de complicité. Oui. Et en même temps, le rapport du cabinet d'avocats Muse, cabinet américain, qui avait été fait par le Rwanda et oui. qui avait montré aussi, là encore, le rôle de la France et qui avait indiqué que c'était un génocide qui était prévisible. Donc, il y a un travail qui a été fait. Aujourd'hui, à une heure où l'influence de la France est en train de diminuer considérablement en Afrique, on le voit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. Eh bien, on peut penser que les relations, en tout cas, il y a un lien de confiance qui est établi entre Paul Kagame et Emmanuel Macron aujourd'hui. Et un autre élément aussi, aujourd'hui, il y a un procès d'un présumé génocidaire, Sostène Munyemana, qui est en cours maintenant à la Cour d'assises de Paris. Et je sais bien que vous suivez ces procès à la Cour d'assises. Qu'est-ce que vous avez pu constater comme défi, organiser un procès pour génocide à plus de 8000 km des faits et 29 ans après les faits? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme difficulté dans ces procès? Tous ces procès, enfin on va dire tous ces procès, il y en a eu quoi? Il y en a eu moins d'une dizaine. Oui. Ils ont un dénominateur commun, c'est la lenteur de la justice française. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, pour venir à Sostène Munyemana, la plainte a été déposée en 1995. Oui. Voilà. Ce qui veut dire que c'était il y a à peu près 28 ans. Oui. 28 ans après le dépôt de la plainte, Sostène Munyemana, qu'il soit innocenté ou victime ou qu'il soit coupable ou innocenté, est présenté à un juge 29 ans après les faits. Ça pose évidemment là encore beaucoup de questions. Oui. Notamment, et ça pose un problème majeur, c'est la raréfaction des témoins, parce que je crois que 2 semaines avant le début du procès, le président de la Cour a annoncé que 2 témoins étaient décédés. Oui. Donc ça pose évidemment de gros problèmes, mais là effectivement, comme je l'ai dit, ce qui revient dans tous ces procès, c'est la lenteur de la justice, parce qu'après, il va y avoir appel, et etc., etc. Et on l'a vu avec Félicien Kabuga, oui. donc, qui a été amené devant la Cour internationale de La Haye. Et ben voilà, il a été finalement relâché. Il n'affrontera pas la justice. Oui, donc il a été jugé inapte à poursuivre son procès. Inapte à poursuivre son procès. Et donc, voilà, il ne peut pas comparaître. Donc c'est évidemment la lenteur de toutes ces procédures. Et avec ce rythme, vous croyez qu'il y a la chance de juger un grand nombre de suspects génocidaires? Aujourd'hui, si l'on regarde les statistiques du collectif pour les parties civiles pour le Rwanda, qui est donc mené par Dafrosa et Alain Gauthier, oui. on s'aperçoit qu'il y a une trentaine de plaintes qui ont été déposées. Au rythme de 2 par an, ça voudrait dire qu'il faudrait encore une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, sans compter les appels. Sans compter les appels. Donc je vous laisse faire les calculs et les probabilités pour qu'on arrive éventuellement à des condamnations définitives. Mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer
à faire ces procès. C'est important que la justice soit rendue et donc il faut continuer. Il faudrait accélérer, mais il ne faut surtout pas lever le pied. C'est la grande édition que vous suivez sur Rwanda TV. Les experts dans le développement économique sont d'avis que le continent africain doit redoubler d'efforts pour autonomiser les jeunes qui constituent la majorité de sa population. Ils considèrent que c'est l'unique moyen de mettre fin à la migration illégale vers l'Europe qui s'observe généralement chez les jeunes africains. Je vous propose cette analyse de la ministre centrafricaine du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Je pense que la jeunesse africaine a besoin d'être inspirée, a besoin des modèles. La jeunesse africaine a besoin qu'on leur crée des opportunités, qu'on leur crée des environnements pour qu'ils puissent s'épanouir. Et cela passe par beaucoup de choses. J'aimerais soulever là l'aspect formation, parce qu'il faut qu'on arrive à favoriser leur employabilité déjà. L'employabilité va passer par la formation professionnelle et ensuite les insérer. Les insérer soit dans les entreprises, soit à travers l'auto-emploi. Alors, c'est normal, je dirais c'est normal, mais la jeunesse cherche à s'en sortir et ils pensent que l'herbe est toujours verte ailleurs. Mais c'est à nous, les responsables des pays, de les accompagner, de leur tenir la main pour leur dire que le meilleur continent, c'est le continent africain. Parce que le continent africain est très riche. Maintenant, c'est à nous, Africains, de nous organiser, de nous donner les moyens de nos politiques, de faire ce qu'il faut pour développer notre continent. Si notre continent est développé, nous allons bâtir des hommes et des femmes pour mieux gérer notre continent. Alors, à mon avis, il faut former les jeunes. Ceux qui ne sont pas formés, il faut les accompagner à travers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, des activités génératrices de revenus. Et s'ils trouvent leur compte, s'ils sont épanouis, je ne vois pas pourquoi ils iront ailleurs pour essayer de chercher l'herbe qui est plus verte. Alors que l'Afrique peine à sortir de la pauvreté malgré les ressources naturelles dont elle dispose, les partisans du panafricanisme estiment que les pays africains n'ont d'autre choix que de travailler ensemble pour permettre au continent de bien se positionner dans le concert des nations. La nation nous a appris que nous ne devons pas manger ensemble parce que celui qui est à gauche, c'est le Burundi, celui qui est à droite, c'est la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce qui coule dans nos veines, c'est le même sang. Et ce que nous avons comme masque, c'est le masque africain. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de démontrer à tous ces peuples-là qu'il y a possibilité de se retrouver, d'échanger et de donner ce que nous avons de positif pour le développement de notre continent. Il faut bien que les Africains se donnent la main et qu'on comprenne qu'au fait, vous savez, des fois, quand je suis sur certains plateaux, je leur dis, quand on me parle de développement, je dis développement par rapport à qui? Parce que celui qui a commencé à courir depuis hier, si vous commencez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Mais je crois que la promotion que nous devons faire en Afrique, c'est plutôt galvaniser, sinon former les gens au chapitre du développement, pour que chacun se dise, nous avons un rendez-vous du donner, pas du recevoir d'abord. Et je pense bien que, pour résumer, il faut que tous les Africains se donnent la main, que ce soit les Africains de la gauche, du centre, du nord et du sud, un peu partout, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si on ne se donne pas la main, ce sera plus facile de nous diviser. Des anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel admettent sans embâche que les connaissances qu'ils ont acquises
leur sont pratiques et qu'ils sont confiants dans leur avenir. Ceux qui sont encore au banc de l'école sont fiers car ils savent bien que leur formation va subvenir à leurs besoins ou même à créer leur propre emploi. Selon les statistiques, plus de 65% de ceux qui ont fait des études techniques et professionnelles trouvent de l'emploi 6 mois avant leur sortie d'école. Kassim Youssouf pour les détails. Barushimana Jean de Dieu effectue différentes activités d'art et de réparation de différents équipements électroniques. Il a terminé ses études dans l'enseignement technique et professionnel en 2007 et c'est grâce à son père qui lui a beaucoup inculqué l'amour de la formation technique, souligne-t-il. Mon père était technicien, il réparait du matériel électronique. Je le regardais travailler et j'ai fini par aimer ce qu'il faisait. J'ai suivi des cours professionnels au centre des jeunes de Gatenga. Il y avait divers cours comme l'électricité, la construction, la menuiserie et autres, et j'ai préféré étudier l'électricité. Son travail lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille de 8 personnes résidant dans la ville de Kigali et il n'affiche aucun souci quant à l'avenir compte tenu des commandes qu'il reçoit d'un peu partout dans le pays. C'est ainsi qu'il affirme que l'enseignement technique et professionnel est très utile même pour les jeunes. Grâce à mon travail, je peux payer mon loyer de 150 000 francs rwandais. Oui, je n'ai pas encore ma propre maison, mais je crois que je vais y parvenir très bientôt. J'économise environ 30 000 francs par mois après toutes les dépenses. J'ai 5 enfants, dont 3 sont à l'école et 2 sont encore jeunes et ils m'admirent beaucoup. Un peu partout sur le territoire national, des efforts sont déployés dans l'accroissement du nombre des élèves fréquentant les écoles d'enseignement technique et professionnel depuis l'école secondaire. Les anciens de ces écoles affirment qu'ils n'ont aucun regret, surtout qu'avant il y avait cette attitude selon laquelle les écoles techniques et professionnelles sont destinées aux élèves moins forts. Actuellement, ces compétences professionnelles aident les gens à gagner beaucoup d'argent. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme universitaire pour obtenir un emploi en rapport avec cela. Vous pouvez poursuivre vos études universitaires tout en travaillant car nous avons vu beaucoup de gens faire cela et ça a marché. Certains directeurs d'écoles d'enseignement technique et professionnel un peu partout sur le territoire national estiment que les propriétaires de ces écoles devraient faire quelque chose pour attirer davantage ceux qui désirent y poursuivre leurs études. Nkuko no muri za secteur zindi mu buhinzi bagira za noza exposition abacuruzi bakaza gukora noza exposition hariya. Comme dans d'autres secteurs, notamment dans le commerce et l'agriculture, on fait des expositions. Ces gens qui font des études techniques et professionnelles devraient aussi à un certain moment exposer ce qu'ils ont réalisé et aussi faire des compétitions comme ce que nous voyons dans Connect Africa. Il y a diverses initiatives qui peuvent améliorer ces écoles. Les écoles doivent présenter ce qu'elles font non seulement pour promouvoir le nom de l'école, mais également pour la qualité de l'éducation. agomba kwimenyekanisha atari gusa izina ry'ishuri runaka ariko ntuze na quality y'ibyo batanga. Les statistiques de l'Office en charge des écoles techniques et professionnelles, ORTB, montrent que plus de 25 000 finalistes du secondaire proviennent de l'enseignement technique et professionnel, avec 65% qui trouvent rapidement de l'emploi. Les anciens de l'enseignement technique et professionnel au niveau supérieur sont actuellement 15 600, dont 70% ont du travail. L'objectif est en effet que 60% de tous les élèves doivent fréquenter l'enseignement technique et professionnel en 2024. La direction générale de l'Office rwandais en charge de l'enseignement technique et professionnel souligne que le souhait est que ces écoles puissent élever le bien-être de ceux qui les ont fréquentées.
Ce que nous enseignons dans les écoles d'enseignement technique et professionnel, c'est apprendre aux étudiants à voir grand, mais aussi à travailler dur compte tenu du monde technologique actuel. Il est évident que dans les jours à venir, les employeurs ne demanderont pas où on a fait les études, ils ne s'intéresseront qu'aux capacités et demanderont de les présenter afin d'obtenir le poste. Et les jeunes doivent également savoir qu'en se basant sur la sécurité dont jouit le pays et en considérant également l'objectif de lutter contre la corruption, de nombreux investisseurs du monde entier envisagent d'investir dans le pays. L'analyse du domaine de l'éducation fait observer que les parents et les élèves devraient réfléchir sur la vision du pays et son développement et se rappeler que pour que cela soit réalisable, les anciens de l'enseignement technique et professionnel doivent y jouer un grand rôle. Je vous l'ai dit en début de cette édition, dans une interview avec la télévision britannique Sky News, la porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, est revenue notamment sur la situation des demandeurs d'asile et réfugiés au Rwanda. Elle a en effet indiqué que le Rwanda n'est pas nouveau dans ce genre de situation, car de par son histoire, qu'il a vécu avant l'indépendance, avec l'exode d'une partie des Rwandais qui a fait qu'il revête le statut de réfugié non seulement dans la région, mais également au-delà du continent. Elle a souligné que depuis maintenant une décennie, le Rwanda a accueilli des personnes de différentes nationalités qui viennent à la recherche de la sécurité et d'autres opportunités de travail et d'affaires. Rwandans have been on the move for decades, since right before independence, with the exodus of one group of Rwandans. Les Rwandais ont été en mouvement pendant des décennies, comme par exemple avant l'indépendance, avec l'exode des Rwandais vers 1959, qui a entraîné des réfugiés pendant une trentaine d'années dans la région et ailleurs en Europe, au Canada et aux États-Unis, où ils sont rentrés après 1994. Après le génocide perpétré contre les Tutsis, on avait des gens qui avaient traversé la frontière pour alors le Zaïre, pour la Tanzanie, pour beaucoup de pays dans la région, et peu d'années plus tard, la plupart d'eux sont rentrés au Bercail. Nous avons par exemple rapatrié plus de 3 millions de réfugiés depuis le Zaïre. Donc le Rwanda sait comment être en mouvement, comment être en situation de déplacés, juste à cause de l'histoire de notre pays. Au cours de 30 dernières années, cependant, nous avons accueilli beaucoup de réfugiés au Rwanda. Nous avons plus de 130 000 personnes qui vivent ici, principalement des Congolais, des Burundais, et un petit nombre de personnes venant d'ailleurs sur le continent et au-delà. Nous ne sommes donc pas nouveaux dans ce genre de situation où les gens viennent en quête de sécurité et d'opportunités. Nous œuvrons avec l'Union africaine notamment pour évacuer des migrants africains coincés en Libye, activité qui a débuté en 2019 avec au moins 2000 migrants africains qui étaient coincés en Libye évacués au Rwanda. Nous avons également accueilli des étudiantes afghanes lorsque Kaboul est tombé. Elles vivent parmi nous et ont débuté les cours immédiatement. Le Rwanda est donc un pays hospitalier. Nous le sommes depuis maintenant une décennie. Des gens viennent ici pour l'école ou pour démarrer un business et nous sommes bien ouverts à cela. We have been for decades now. We also have people come here to go to school or to start businesses, and we're open to that. La porte-parole du gouvernement du Rwanda a en outre fait savoir que le Rwanda est ouvert à tout le monde qui voudrait se joindre à sa population pour travailler et se développer. Our migration policy is quite open. Anyone can get a visa on arrival. Any national from around the world can get a visa on arrival. La politique d'immigration est tout à fait ouverte et n'importe qui peut obtenir un visa une fois arrivé au Rwanda. Les nations africaines n'ont pas besoin d'avoir un visa pour entrer au Rwanda, tout comme les membres du Commonwealth. Nous croyons en cette libre circulation avec d'autres pays. En Afrique, nous essayons de faire avancer la libre circulation des personnes, de la main-d'œuvre. Nous parlons aussi de l'ouverture de l'espace aérien. Il est en fait difficile de voyager en Afrique et nous y travaillons également dans le cadre de l'Union africaine. Ce sont là des choses auxquelles nous travaillons avec d'autres pays et l'Union africaine pour que les gens puissent voyager
et apprendre de l'expérience des autres et maximiser les opportunités pour les Rwandais et les Africains à travers tout le continent. Cette interview de la porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, est intervenue après que le gouvernement du Rwanda ait réagi à la récente décision de la Cour suprême du Royaume-Uni concernant le projet d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile et autres réfugiés, soulignant que compte tenu de sa politique d'accueil et de ses antécédents en matière de prise en charge des réfugiés, cette décision est injustifiée. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.